Salut à toi, j'espère que tu as la forme, car aujourd'hui on va parler de ça, du MacBook Pro, et pourquoi surtout j'ai décidé de switcher du Mac Intel, alors justement aux fameux puces M3, plus précisément de la M3 Max, que j'ai choisi pour créer mon nouveau setup. J'ai pensé te faire partager cette vidéo car j'ai tellement galéré pour trouver les bonnes informations. Pourquoi je devais vraiment switcher aujourd'hui avec mon iMac. C'est un iMac de 2020 que j'avais qui marchait plutôt pas mal. Alors je vais te laisser les specs de mon iMac pour te montrer un petit peu avec quoi je bossais jusqu'à encore il y a quelques semaines de cela. Et je vais te mettre en parallèle le MacBook Pro que j'ai décidé donc de choisir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui m'a fait changer mon matos informatique? C'est tout simplement l'évolution de nos boîtiers. Jusqu'à présent, je n'avais pas à me plaindre. J'avais un 5D Mark IV qui, ma foi, avec le, je dirais, iMac de 2020 que j'avais, fonctionné plutôt très bien. Mais suite à la revente de mes Canon 5D Mark IV et justement où on a totalement renouvelé notre matériel et on est passé sur des R5, les fichiers étant beaucoup plus lourds, aussi bien vidéo que photo, j'ai ressenti un énorme ralentissement dans mon flux de travail puisque les fichiers étant plus lourds, cet iMac de 2020, on sentit qu'il commençait à être doucement à la ramasse. Alors, il ne m'empêchait pas de travailler, bien évidemment, tu vas voir et tu vas surtout te rendre compte que la capacité à ces nouveaux M3, notamment le M3 Max, va te faciliter grandement la tâche. Encore une fois, c'est vraiment valable si tu es un pro de l'image, si tu as besoin de gagner du temps, de pas perdre du temps sur des tâches beaucoup trop chronophages si le matos informatique est beaucoup trop lent. Si tu es simplement un amateur averti qui le temps n'est pas vraiment une grosse priorité, ça peut encore passer. Mais tu vas te rendre compte que lorsque tu as besoin de rendre du boulot dans des temps impartis, que tu ne veux pas passer des heures et des heures, je dirais, sur du post-traitement et que tu vas être vraiment sur de l'action pure pour pouvoir justement faire tes captations, le choix de ton matériel informatique va être vraiment primordial. Tu dois savoir que je suis autant photographe que vidéaste. Donc dans le choix de ce MacBook, il était pour moi primordial de vraiment détancher ma soif aussi bien pour la partie photographique que vidéo. Alors je vais d'abord t'expliquer le type de matos que j'ai choisi et pourquoi. Ensuite je montrerai 2-3 éléments qui m'ont vraiment conforté dans le choix, je dirais, de ce matos. Alors là ici on ne va pas faire vraiment des tests purs et durs. Mais j'ai envie de te parler surtout de mon expérience utilisateur parce que parfois tu as, comment dirais-je, des données où on va te dire 2 fois plus rapide, 2 fois ci, 2 fois ça, mais dans la pratique, ça ne va pas forcément énormément se ressentir. Donc je vais moi dans mon cas, te parler de ce qui m'a vraiment séduit parce que essayé, testé et approuvé par mes soins, si je puis dire. J'ai pu tester aussi le MacBook M3, j'ai pu tester donc du coup acheter le M3 Max. Et je pourrais également te dire vraiment les différences entre les deux, si tu dois switcher plutôt sur le M3 ou plutôt sur le M3 Max. Alors, on va commencer par ma configuration, celle que j'ai choisie au moment de la commande de mon MacBook Pro. Première chose, j'entends beaucoup de personnes qui vont te dire aussi, vas-y, prends un disque dur de 512, tu pourras prendre ensuite des disques durs externes pour pouvoir bosser. Ce n'est pas du tout l'option que j'ai choisie. J'ai préféré payer un peu plus, mais première chose, j'ai choisi 2 Tera de stockage pour ce MacBook Pro. Pourquoi? Un MacBook, ça se dit au départ nomade. Alors pour être nomade, je n'avais pas envie de m'encombrer de disques durs externes justement à connecter à droite et à gauche. Mais j'ai oublié mon disque dur externe. Non. Il fallait vraiment que je me facilite la vie. Donc du coup, les dossiers que je charge sur mon MacBook, ça me permet de trimballer ces dossiers de partout où je pars sans risquer d'oublier un disque dur externe. Donc ça, pour moi, c'était très important. Donc lorsque je bosse sur un film publicitaire de mariage ou autre, ou un shooting photo, je sais que je peux charger sans problème de restriction de place sur l'ordi. Donc là, au moins, avec 2 Tera, ça me permet de pouvoir bosser confortablement sur des projets en cours et surtout où je veux et où j'ai envie. Deuxième chose, pourquoi plutôt le MacBook Pro Max plutôt que le M3 tout court? Alors ça, on y reviendra un peu plus tard, mais c'est simplement pour la partie vidéo que ça m'a fait basculer sur le M3
Max plutôt que sur le M3 tout court. Mais ça, j'y reviendrai donc un peu plus tard, le pourquoi de ce choix-là. Dans ce MacBook Pro Max que j'ai choisi, j'ai pris la version donc 30 cœurs GPU et 14 cœurs CPU. Ça m'a semblé pour moi et mon utilisation amplement suffisant, puisque tu peux pousser jusqu'à 16 cœurs CPU et 40 cœurs GPU. Mais personnellement, après les tests, je me suis rendu compte que pour moi, c'était amplement suffisant. Alors, si tu as les moyens d'aller pousser même jusque-là, fais-toi plaisir. Mais personnellement, je pense que dans les 5-6 ans à venir, c'est même une config qui me sera amplement suffisant. Puis, j'ai choisi également 38 de RAM. Alors, la RAM est évident qu'en vidéo, au plus tu peux en manger, mange-en, il n'y a pas de problème. Hein. Mais après différentes phases tests que j'ai pu effectuer par rapport à mon utilité, ça m'était suffisant. Et puis, il faut te dire que si tu veux commencer à cracher 64 de RAM ou voir jusqu'à 88 de RAM, voire même 128, ça va commencer à piquer méchant. Donc, il fallait que je trouve un très bon compromis. Et dans mon cas, ben, écoute, c'était plutôt pertinent. Ensuite, parlons de l'écran. L'écran, tu as deux tailles, 14 ou 16 pouces. Personnellement, j'ai choisi un 16 pouces pour deux raisons. Première raison, c'est son côté confort. J'ai beaucoup vu de personnes dans mon entourage ou même sur YouTube qui vraiment faisaient les éloges du 14 pouces en disant que c'était ultra nomade, que le 16 pouces pesait vraiment très lourd. Bon, enfin bref, on ne va pas plaisanter de quelques centaines de grammes d'écart portés dans une sacoche. Honnêtement, c'est tellement dommage de se passer du confort d'un 16 pouces. Alors justement, c'est censé être un produit nomade. Et en toute franchise, quand je dois partir bosser ailleurs et pas dans mon setup habituel, c'est-à-dire avec un écran 27 pouces, un clavier vraiment indépendant, une souris déportée, enfin vraiment qu'on ait tout la config de confort, mais que tu n'es pas chez toi, j'ai envie de retrouver quand même un minimum de confort. Et franchement, j'ai essayé donc un M3 14 pouces, franchement c'est bien, c'est cool, hein, on arrive bien à bosser avec, super dalle, non, vraiment, il n'y a rien à dire. Mais j'ai testé aussi le 16 pouces. Et quand tu te retrouves en nomade, crois-moi, et que tu n'as pas ton setup habituel, tiens bien aussi ne pas être trop dégradé en termes d'image. Et 16 pouces, franchement, en nomade, j'ai trouvé ça même tellement plus confortable. L'audio d'excellente qualité en 16 pouces, même un peu meilleur, j'ai trouvé, que la version 14 pouces. Et ensuite, une chose que j'ai pu lire à nombreuses reprises, mais que je n'ai pas pu tester, apparemment, ça se trouve sur la partie refroidissement. Étant donné que le 16 pouces, le gabarit est plus important, la ventilation est également plus importante, donc moins de chauffe, et donc des gains de performance accrus sur la durée. Mais ça, je n'ai pas pu le vérifier parce que chaque fois que j'ai eu l'occasion de bosser dessus, j'ai jamais entendu les ventilateurs tourner, même en bossant sur du 4K multipiste. Donc, je n'ai pas pu le vérifier par moi-même. Mais d'après les dires, il y aurait un petit plus positif sur la partie ventilation. Alors, quand je parle aussi de l'évolution du matos, il y a une chose aussi qui est très confortable, c'est à l'utilisation au quotidien, pas forcément que du matos. Avec leur puce M3 par rapport aux puces Intel, j'ai pu remarquer l'ouverture des applications tellement plus rapide et tellement plus souple. Vous cliquez, je vais vous montrer par A plus B ce que ça va donner tout à l'heure. Quand on double-clique sur une icône, notamment ce sera Final Cut dans mon cas, l'ouverture, on n'a pas cette icône qui saute pendant 30 secondes, je suis peut-être un peu excessif, mais une quinzaine de secondes, voire même une vingtaine de secondes, vas-y, pop, pop, ça saute sur place, après ça s'ouvre le temps que ça se mette en place. Voilà. Donc là, tu cliques et au bout de 3-4 secondes, c'est actif. Ça, c'est tellement plus souple. C'est les petites choses comme ça au quotidien qui font drôlement plaisir. Ensuite aussi, ce qui m'a fait basculer, c'est d'avoir autant de puissance et même sur batterie. Je peux travailler des projets, donc justement lorsque je ne suis pas chez moi, mais tout en conservant la puissance d'exécution, qu'il soit branché ou débranché. Et ça pour moi c'est vraiment tellement convivial et confortable. Je peux me retrouver des fois sur des tournages, emporter mon MacBook, décharger, je dirais, des rushs. Vraiment commencer mon montage là où je me trouve, à l'hôtel ou autre, sans pour autant te dire oui, je manque de batterie. Ça, honnêtement, le côté nomade, je dirais, et puissance max, même débranché, c'est vraiment quelque chose de génial. Et l'autonomie, parlons-en.
vraiment le sollicitant. Alors j'ai beaucoup entendu parler de 22 heures d'autonomie. Moi franchement j'ai pu bosser des sessions de 6-7 heures de travail sans aucun problème en termes de recharge. J'ai pas pu aller au-delà de ça, mais visiblement ça peut aller vraiment au-delà. Mais en tout cas, tu sais que tu peux bosser pleine charge pendant, on va dire, 6-7 heures non-stop sans aucun problème et sans baisse de puissance. Et ça, pour ça, c'est ce qui m'a vraiment fait aussi basculer sur un MacBook Pro. Ce qui m'a vraiment également fait basculer sur un MacBook. Mais alors, je reviendrai dans une prochaine vidéo où je te montrerai mon setup complet. Là, il est en cours de construction. Donc on va dire, c'est de pouvoir choisir l'écran que tu veux, clavier souris que tu veux. Et puis le plaisir aussi de pouvoir bosser sur 2 écrans. C'est-à-dire je me sers l'écran du 16 pouces pour pouvoir justement utiliser des applications tout en conservant Final Cut plein écran sur mon écran principal 27 pouces. Et ce petit genre de petit confort, franchement, c'est tip top. Mais encore une fois, j'y reviendrai pour la présentation de mon futur setup que je suis en train de composer. Et là, tu pourras le voir vraiment plus vivant, plus, on va dire, plus concrètement. J'avais pas tout de suite basculé aussi parce que j'entendais beaucoup faire des problèmes de compatibilité de certains logiciels. Alors à l'époque du M1, c'était les prémices des puces Intel et j'avais pas voulu passer le cap parce que j'avais pas de temps à perdre justement avec des logiciels non aboutis ou des plugins qui ne marcheraient plus parce que justement pas encore mis à jour. Donc maintenant, au bout de le M1 est passé, donc le M2 est passé, on arrive au M3, on va dire c'est bien mature et là j'ai pu me rendre compte aussi, donc là si ça peut te rassurer, que tous les plugins que j'avais sur Final Cut, tous les plugins que j'utilise sur Photoshop, vraiment je dois tourner entre 50 et 60 plugins, facile, il n'y en a que 1 ou 2 qui m'ont posé un petit souci, voilà, mais tout le reste, sans aucun problème, j'ai pu faire ma transition vraiment sans douleur. Tous mes logiciels photo, pas de souci, tout est compatible et super, on va dire, réactif, je dirais, et même plus réactif que sous Mac Intel. Donc finalement, le fait d'avoir un petit peu attendu, je pense, était un bon choix. Alors, afin de comparer un Mac Intel, un M3 et un M3 Max, j'ai simplement pris un rush en log parce que je me suis rendu compte que les rushs en log posaient un petit souci à un moment, enfin, des choses un peu particulières. Mais je vais y revenir un peu plus loin. Je vais t'expliquer justement lorsqu'on va passer sur la timeline. Petite chose au passage, avant d'attaquer cette partie-là, pour les photographes, je ne vais pas te faire perdre de temps de manière inutile. La puce M3 s'est révélée parfaitement et vraiment tout à fait efficace. Et je ne vois pas forcément l'intérêt de basculer, je dirais, sur du M3 Max si tu es uniquement que photographe. Le M3, après de nombreux tests que j'ai pu faire, ça suffit amplement. En utilisant Photoshop, en caméra RAW, en utilisant même plusieurs fichiers sous caméra RAW, c'est réactif, ça s'ouvre vite, tu peux traiter sans que ça lag, et même des gros fichiers. Donc mon R5, franchement, il s'est baladé sur le M3, il n'y a aucun problème. Mais il y a simplement, si tu es photographe et vidéaste, que le M3 Max va être vraiment un petit peu pertinent. Et là, je t'explique tout de suite pourquoi. C'est parti. Alors on va se retrouver maintenant sur le bureau afin de voir concrètement les petits avantages qu'on va pouvoir retrouver à passer donc sur ce fameux MacBook Pro en puce M3, dans mon cas M3 Max. Alors, je vais simplement ouvrir, je dirais, l'application Final Cut pour vous montrer à la vitesse où ça s'ouvre. Donc c'est pas compliqué, on va cliquer dessus et vous allez voir que voilà, vous êtes en train de même pas 2 secondes et hop, l'application est active. Ça est tout de suite. Bon, bien sûr, j'ai plus qu'à sélectionner, je dirais, un nouveau projet, mais du moins on va créer un nouveau projet, mais pour vous montrer que vous voyez, en 2 secondes, l'histoire est réglée. Ou contrairement sous Intel, où vraiment le temps d'attente est beaucoup plus long. Mais bon, ça, à la rigueur, pourquoi pas, on peut s'en passer. On va préparer rapidement la timeline. Voilà, c'est fait. Voilà, les 2 plans sont importés. Alors ces 2 plans ont la spécificité d'être tournés en log. J'ai pu remarquer que le tournage en log, ça demande beaucoup de ressources, je dirais, à la machine pour pouvoir vraiment traiter ce type de fichier. Donc avant d'aller plus loin, nous allons voir qu'est-ce qui se passe si je multiplie les pistes avec ces fichiers log et voir si on arrive à continuer à lire normalement. Là, on se rend compte par exemple que 2 pistes, aucun problème, il le lit. Je peux même là multiplier 4 pistes et on se rend compte que ça se lit normalement. En fait, il n'y a pas, je dirais, de problématique à ce niveau-là. On va maintenant complexifier la chose, simplement en étalonnant notre premier plan. Vous allez vous rendre compte, dès qu'on va l'étalonner, ce plan, eh bien, ça va demander beaucoup plus de ressources donc à notre ordinateur pour pouvoir lire ce fichier-là. Donc, on se retrouve de suite après l'étalonnage, ça sera rapide. On ne va pas faire un truc de très précis, mais juste histoire de donner un peu de peps à l'image, de faire un petit étalonnage et on va surtout voir qu'est-ce qui se passe. Alors, l'étalonnage est terminé et on va maintenant regarder
qu'est-ce qui se passe? Si on remarque sur la timeline, vous avez en haut les tout petits points qui indiquent qu'il faut faire un rendu de la scène. La plupart du temps, si vous voulez avoir une lecture fluide de votre timeline, il faut quand même pouvoir faire un rendu. Alors si vous n'avez pas fait de rendu, selon la complexité, je dirais, de votre projet, du moins si vous avez rajouté des titres, des effets, enfin bref, vous allez vous rendre compte que si vous ne faites pas de rendu, vous allez avoir des sauts de frame, une timeline qui galère pour pouvoir lire votre fichier. Là, on peut se rendre compte qu'une fois la scène étalonnée, sans même avoir effectué un rendu, eh bien, je peux lire ma scène normalement. Et croyez-moi, ça demande de la ressource. Eh bien là, on peut lire sans avoir fait aucun seul rendu, sans aucun problème, notre scène. Chose que sous Intel, n'était pas possible. Je faisais mon correctif de couleur et je ne pouvais pas lire ma scène. On avait des sauts de frame tout de suite. Donc en fait, c'était quasiment illisible. Et il fallait faire un rendu de la scène pour pouvoir lire votre fichier vidéo. Et là, on se rend compte de quoi? Ben, on se rend compte que votre fichier, sans rendu, il se lit. Il se lit sans aucun problème. Donc on voit la différence de la puissance des puces M3. Alors petite précision, ça fonctionne aussi bien sur la M3 que sur la M3 Max. Je dirais, cette lecture sans faire de rendu de la scène, et bien du moins sur une piste, on arrive enfin à lire, je dirais, notre fichier vidéo. Aussi bien sur la M3 que la M3 Max. Mais allons un petit peu plus loin. Essayons de le repousser un peu dans ses retranchements. Nous allons rajouter une deuxième piste étalonnée pour voir ce que ça donne. Et là, on se rend compte que deux pistes vidéo en log étalonnées, sans rendu, eh bien, on arrive parfaitement à lire dans notre vidéo, sans aucun problème. Chose qui est par contre impossible sous la puce M3 seule. La M3 ne permettait de lire qu'une seule piste en log étalonné, mais à la deuxième piste ajoutée, malheureusement, ça ne fonctionne pas. On a ces fameux lags d'image, on a ces sauts d'image, c'est fini, on n'arrive plus à lire correctement nos images. Donc là, si on peut y arriver, c'est parce qu'on est sous la M3 Max. La M3 Max autorise cela sans aucun problème. Mais vous allez voir, on va aller encore un petit peu plus loin. On va maintenant rajouter une troisième piste, donc en log étalonné, voir qu'est-ce qui se passe. Alors, dès les premières secondes, voilà, vous voyez, ça fonctionne, mais rapidement, vous voyez, on a ces fameux frames qui sautent, on a ces fameux sauts d'image qui ne nous arrivent pas à correctement lire notre vidéo. Et là est la limite. Alors, pour résumer, on peut se rendre compte que sous Intel, on ne peut même pas lire une seule piste en log étalonné, donc impossible, tant qu'on n'a pas fait de rendu. Donc déjà là, c'était out. La puce M3, elle, peut lire une piste de log étalonné sans aucun problème, mais à la deuxième piste ajoutée, c'est mort, ça ne fonctionne plus correctement, on va dire. La puce M3 Max peut lire donc deux pistes en log étalonné sans aucun problème. Et je suis même allé plus loin dans la semaine. J'ai essayé donc de prendre deux pistes en log étalonné. À ça, j'ai rajouté deux effets de titre, plus 2-3 effets par-dessus. Et bien, je me suis rendu compte que ça lisait sans aucun problème encore, je dirais, mes deux pistes en log étalonné. Donc, c'est capable d'aller nettement plus loin encore. Bon, on ne peut pas rajouter une troisième piste, mais en tout cas, on peut rajouter encore des effets, du titrage, et ces deux pistes sont encore lues sans aucun problème sous le M3 Max, chose qui, alors là, on était largement mort avec les processeurs Intel. Alors, deuxième exemple, c'est une chose qui m'a vraiment frappé, c'est au niveau de l'amélioration de la voix. Vous savez que sur Final Cut, vous avez la possibilité donc d'isoler la voix afin de préserver vraiment la voix tout en écartant les défauts d'environnement qu'on peut retrouver. C'est-à-dire si on se trouve dans une grande pièce, des effets de résonance, si on entend par exemple des bruits ambiants autour, et bien si on veut isoler la voix, on a sous Final Cut, je dirais, un petit onglet dans l'audio qui s'appelle isoler la voix. Alors, ce qui m'a énormément bluffé pour le coup, c'est que sous Intel, lorsque je cochais isoler la voix, eh bien, forcément, j'avais des petits pointillés qui m'indiquaient qu'il fallait que je fasse un rendu, car si je ne faisais pas le rendu, la voix commençait à grésiller, ça nasiller, enfin, il fallait vraiment faire un rendu parce que c'était l'enfer au moment du montage. Là, c'est incroyable. Lorsque j'active le mode isolation de voix, j'ai même pas un rendu à faire. Et c'est encore pire. Je n'ai même pas un seul rendu à faire. Et
Je ne sais pas si parce qu'ils l'ont, comme dirais-je, en une semaine, modifié par une mise à jour que je n'ai pas fait attention, j'en sais rien. Mais en tout cas, la chose que je peux vous dire qui m'a encore 2 fois plus bluffé, c'est que non seulement il ne faut pas faire de rendu après avoir coché cette case, mais par contre, il n'y a aucune déformation de voix. Et alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre mon passage Intel à MacBook Pro M3 Max, donc pour ma part, et bien, même en poussant, je dirais, l'isolation de la voix au maximum, on n'a même pas de déformation de la voix, chose que j'avais sous Intel. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il n'y a même pas de rendu à faire. Incroyable. Alors, on va faire un dernier test en photo. Pour cela, on va prendre une photo que j'ai réalisée sur un des derniers shootings, donc avec Laetitia, qui est facialiste. Je vous laisserai également en description son lien Insta. Si le massage visage, ça vous intéresse, foncez parce que c'est drôlement agréable. Alors une fois ces retouches rapides faites, je voulais simplement passer par un plugin qui s'appelle Portrait Pro, qui me demande en général vraiment, alors c'est un logiciel qui demande beaucoup de ressources, et chaque fois que je passais sous, bien sûr, mon processeur Intel, c'était extrêmement long. Alors le temps de l'ouvrir, certes, le traitement ensuite sous le logiciel était relativement fluide, mais c'était surtout pour revenir ensuite sous Photoshop avec le traitement fait, où c'était extrêmement long. Alors là, on ne va pas s'y attarder, on va juste laisser les retouches actives sur le logiciel. Mais surtout, une fois que les retouches ont été faites, je voulais vous montrer à la vitesse où ça revenait sous Photoshop, sous C+ M3. Vous voyez, c'est presque du quasi instantané. Et même, je ressens un léger ralentissement parce que je filme mon écran en même temps et je pense que ça doit générer un peu plus de ressources encore. Et donc, je sens un léger retard. Mais pour vous dire, mais ça n'a strictement rien à voir sous ma puce Intel où il me fallait... Mais quand je parle plusieurs secondes, c'était extrêmement lent. Facilement une dizaine de secondes, voire même une quinzaine de secondes. Alors, je ne dis même pas le temps que je perdais quand je devais traiter plusieurs photos. C'était la folie. Alors si même il y a un traitement en lot automatique derrière sur ce logiciel, lorsque malgré tout je devais travailler 2-3 photos à la volée comme ça, mais c'était plusieurs minutes de perdu sans pour autant passer sur un traitement par lot. Et là le traitement par lot il est même encore plus rapide. Enfin bref, c'est vraiment du temps de gagner de folie, vraiment. Voilà, ce tuto est enfin terminé. J'espère que ça t'aura apporté quelques éléments de réponse dans le choix de ton futur setup. En tout cas, n'hésite pas à me laisser en commentaire quelques petits messages, ça fait toujours plaisir, ou ton expérience aussi. Et puis, je te dis simplement à bientôt sur un nouveau tuto. Je te dis salut!